J'appelle à la barre notre deuxième duo de tueurs d'affilée, qui est un petit peu lié à notre premier tandem entre Bittaker et Norris, tout simplement parce qu'on a d'abord cru que le dernier crime de ces serial killers avait pu être commis par les étrangleurs des collines qui ont frappé la Californie à la fin des années 70. Donc c'était la même zone géographique et la même période que les Toolbox Killers. Mais les étrangleurs étaient les deux membres d'une même famille, Angelo Bueno et son cousin Kenneth Bianchi, qui vont s'en prendre eux aussi à des jeunes femmes. Allez, je vous raconte ça tout de suite. On a d'un côté Angelo Bueno, qui va être la tête pensante de notre duo. C'est le plus vieux des deux criminels, qui a déjà un petit passé de malfrat, entre des vols de voitures, des agressions, des viols. Il s'est marié plusieurs fois, il maltraitait ses enfants et ses femmes, et en plus il avait apparemment pour modèle Caryl Chessman, qu'on surnommait le bandit à la lumière rouge. C'est un pseudo qui faisait référence au gyrophare qu'il utilisait pour arrêter ses victimes, les voler et les violer. Alors qu'il a 40 ans, Angelo va se rapprocher de son cousin, Kenneth Bianchi, qui est le fils adoptif de la sœur de son père. Kenneth est plutôt pas mal, il a une petite moustache qui passe bien. Kenneth, vous savez quoi, on va l'appeler Kenny pour toute la vidéo, pour ne pas se faire chier avec la prononciation. Ça va 5 minutes, les serial killers, ils ne pourraient pas s'appeler Luc, ou Jean, ou Paul, enfin, on va pas faire une liste interminable de prénoms, mais vous avez compris le principe quoi. Angelo est moins beau gosse, mais il parle bien, il charme, c'est un tombeur. Bueno l'impressionne en fait avec son style, ses fréquentations et les filles qui tournent autour de lui. Et ils vont décider, alors que Bianchi n'a plus de sous pour payer ses factures, de prostituer des femmes et de se lancer dans le proxénétisme, en kidnappant et en séquestrant 2 personnes. Il faut comprendre leur logique, ils préfèrent exploiter des femmes pour gagner de l'argent plutôt que d'aller travailler pour en gagner eux-mêmes. Chacun son mode de raisonnement. Dès l'enfance, on dit de Kenny qu'il est mythomane, il ne parvient pas à rester calme à l'école, et il est aussi atteint d'une forme d'épilepsie. Avec les femmes, il n'a pas eu beaucoup de succès, il a pourtant réussi à épouser son amour de jeunesse, ce qui est un rêve quand même pour certains d'entre nous, mais elle va le quitter après 8 mois, ce qui lui met un petit coup au moral, vous pouvez vous en douter. Alors pour gagner sa vie, Bianchi devient agent de sécurité dans une bijouterie, et il en profite pour voler de temps en temps des bijoux et les offrir à des femmes. C'est un bon plan, il est malin. Il aurait pu s'arrêter là, mais malheureusement, il va vouloir aller encore plus loin. Quand il déménage à Los Angeles, il renoue avec son cousin Angelo, et ils vont donc commencer à prostituer des femmes avant de basculer dans l'horreur. On est à la fin des années 70, et après avoir prostitué des femmes, ils vont commencer à en tuer dans les collines autour de Los Angeles, en les étranglant, d'où leur surnom d'étrangleurs des collines. Au départ, les premiers crimes concernent des prostituées, et comme c'est souvent le cas, ça n'intéresse pas beaucoup la police. Par contre, quand les victimes commencent à être des jeunes femmes de la classe moyenne, là on va commencer à s'inquiéter. C'est moche, mais c'est la vie. La première victime, Judith, elle va être découverte par un habitant dans une zone résidentielle qui va cacher son corps sous une bâche pour ne pas que les enfants tombent dessus en allant prendre le bus de bon matin. C'est vrai que c'est pas terrible comme réveil pour aller à l'école ensuite. Leur mode opératoire était assez simple mais diablement efficace. Ils utilisaient des faux badges de policiers et quand ils croisaient une femme, ils lui ordonnaient de monter dans leur voiture en disant que c'était un véhicule banalisé. On comptera au total 10 victimes, 10 femmes âgées de 12 à 28 ans, qui seront abusées sexuellement, torturées, étranglées et jetées dans la nature. On a vu sur certains cadavres des traces de brûlures par exemple, une autre aurait été intoxiquée en lui faisant respirer la fumée d'un poêle à bois, et une dernière, elle a subi des injections de produits chimiques dans sa peau. Ils ont voulu lui faire une piqûre avec du produit pour laver des vitres pour voir l'effet que ça faisait. Réussir à tuer quelqu'un avec une dose de Monsieur Propre, c'est quand même du génie. Prochaine étape, le canard WC, pourquoi pas. Les enquêteurs vont finir par prendre l'affaire au sérieux en créant une cellule dédiée avec 30 policiers pour retrouver le coupable, car au départ, on pense tout d'abord qu'il n'y a qu'un seul étrangleur. Mais plus le temps passe, plus la police commence à penser qu'il y a en fait 2 meurtriers, car il faut quand même une certaine force et une certaine organisation pour commettre ces crimes et transporter les corps, et surtout au moment de l'enlèvement de Lorraine, qui est une de leurs victimes, une voisine va surprendre les 2 hommes qui sont en train d'interpeller la jeune femme, le ton va monter et ils finissent par disparaître avec elle en la traînant dans la voiture. Ce qui est un bon indice, effectivement, pour se rendre compte qu'ils sont bien 2. Un médium aurait en plus annoncé à la police que les criminels étaient 2 frères italiens. Pas mal comme prédiction. Comme quoi il n'y a pas que des charlatans dans ce milieu. Mais bon, par contre, quand il faut les bons numéros du loto, là il n'y a plus personne. La dernière victime de nos hommes, Cindy, qui avait 20 ans, était apparemment pas préméditée. Elle était venue dans le magasin d'Angelo pour faire réparer les sièges de sa voiture. Bianchi est arrivé, et ils vont ensuite aller discuter tous les deux quelques instants dans l'arrière-boutique, et c'est à ce moment-là qu'ils vont décider de la tuer. Et est-ce qu'à ce moment-là, vous savez ce que Bueno va dire à Bianchi? Il lui dit de l'étrangler là-haut sur la colline. De l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. Je vous préviens, par contre, ça ne va pas devenir une habitude de chanter à chaque vidéo. Faut que ça stoppe, à croire que j'ai raté une vocation. Bianchi avait un rêve apparemment dans la vie, c'était de travailler pour la police.
C'est un comble pour un serial killer, mais bon, chacun ses rêves. Et du coup, il va se mettre à participer à des ateliers et des tours en voiture avec des policiers, parce qu'il y a des opérations de ce genre aux États-Unis qui sont proposées aux citoyens afin de se rendre compte de la réalité du métier de policier. Kenny va donc faire ça, et il va parler en voiture avec les enquêteurs de l'affaire des étrangleurs des collines. Et il va finir par raconter tout ça à son cousin, qui va s'énerver et lui demander de partir de Los Angeles pour ne pas les compromettre. En déménageant dans l'état de Washington en 1978, Bianchi va précipiter la fin de leur parcours criminel, même si l'effervescence se calme pendant quelques temps. La police va passer à autre chose durant quelques mois avant qu'on ne connaisse le dénouement de notre histoire. Kenny va commencer à travailler comme agent de sécurité et il va emmener 2 étudiantes dans une maison qu'il devait surveiller. Et à ce moment-là, il va les étrangler, mais cette fois il tue tout seul, il commet des erreurs et il laisse des indices derrière lui. Grâce notamment à son emploi du temps, on va l'arrêter et chez lui on va retrouver des bijoux qui appartenaient à des victimes des étrangleurs, donc on fait le rapprochement entre les 2 affaires et on remonte ensuite jusqu'à Angelo. D'ailleurs, c'est dans le magasin de Buono qu'on va réussir à trouver la provenance des fibres textiles qu'on avait pu trouver sur certaines victimes. Vu qu'il travaille dans le rembourrage de fauteuils, on va étudier les peluches et les fils et ainsi faire le rapprochement. Et en plus, le portefeuille d'Angelo garde encore la marque du badge de policier, du faux badge, qu'il utilisait pour intimider ses victimes. Je vous ai dit que ces 2 derniers meurtres ont été les premiers commis par Kenny en solitaire, mais il a aussi été suspecté dans ce qu'on va appeler l'affaire des meurtres de l'alphabet, qui ont été commis au début des années 70 dans la ville de Rochester, d'où est originaire Bianchi. Sa voiture aurait été aperçue à proximité des meurtres, mais il n'a jamais été accusé formellement, et il s'est toujours défendu d'une quelconque implication. Et pourquoi on a appelé ça les meurtres de l'alphabet? Eh bien parce que chaque victime avait son prénom et son nom qui commençaient par la même lettre, tout comme la ville dans laquelle on retrouvait leur corps. On avait sûrement un psychopathe passionné de Scrabble dans la nature. On a retrouvé Carmen Colon à Churchville, Wanda Walkovich à Webster, et Michel Maenza à Macédoine. Commune qui tient son nom du grec ancien et du pays du même nom. Ça c'était pour la petite anecdote historique. Bianchi est arrêté le 12 janvier 1979, une bien belle date, et je ne dis pas ça parce que c'est celle de mon anniversaire. Enfin si, un peu quand même. Sinon je n'en aurais rien à foutre du 12 janvier. Que voulez-vous, ce sont toujours des grands moments de l'histoire. C'est donc une arrestation placée sous le signe du Capricorne pour ceux qui sont passionnés d'astrologie. On va découvrir que nos 2 criminels ont tenté d'enlever en 1977 Catherine Lore, qui était la fille d'un acteur et d'un réalisateur connu à l'époque, Peter Lorre, qui avait d'ailleurs joué un serial killer au cinéma. Ça aurait pu être l'une des victimes de notre duo, puisqu'ils étaient déguisés en policiers pour passer à l'action. Ils l'avaient attiré dans la voiture, mais quand ils ont découvert son identité, ils ont préféré la laisser partir, pour ne pas que sa mort éveille la curiosité des médias et de la police sur cette spirale de meurtre. Kenny a peut-être suivi son cousin, mais il n'est pas bête pour autant. Pour éviter une trop grosse condamnation, il va faire semblant d'avoir une seconde personnalité qui prend le dessus et qui le pousse à tuer. Et cette personnalité, elle s'appellerait Steve, elle serait cachée, enfouie en lui, et elle se réveillerait par période pour prendre le contrôle et assassiner des gens. Mais finalement, des experts vont se rendre compte que Kenny faisait semblant d'être en transe quand on l'interrogeait. Il sera malgré tout diagnostiqué d'un trouble de la personnalité antisociale. Ça veut dire qu'il perd son sang-froid, si on en croit la chanson. Antisocial, tu perds ton sang-froid! Et le dossier dit en plus antisocial avec sadisme sexuel. Comme ça on en rajoute une couche. Cela dit, cette technique de la double personnalité, c'était bien essayé. Vous savez quoi, c'est presque dommage que ce soit faux, parce que ce Steve, il avait l'air d'être un chouette double maléfique. Une belle personne. Enfin, une double personne. On aurait bien aimé l'inviter à l'apéro, ou à une partie de Molki, ou de Scrabble. Référence au meurtre de l'alphabet pour ceux qui suivent. Mais n'oublions pas la présomption d'innocence, s'il vous plaît. On est sérieux sur cette chaîne. Bianchi témoigne contre Buono au procès, comme Norris avait témoigné contre Bittaker dans notre précédent duo. Il y a toujours une balance prête à tout pour alléger sa peine. C'est fou comme ce monde est peuplé d'égoïstes. On ne pense pas à son prochain, à son partenaire de crime. C'est un procès qui va être très long, l'un des plus longs de l'histoire des États-Unis, vu que ça va quand même durer 2 ans. Des femmes brutalisées par Angelo sont venues témoigner contre lui, on a eu plus de 200 témoins et 1 millier de pièces à conviction. Le jury condamne les 2 hommes à la prison à perpétuité, alors que le juge qui était en charge du dossier, il aurait trouvé plus juste de les condamner à mort directement. Il était vraiment énervé parce qu'il trouvait que c'était du gaspillage d'argent public, de les loger et les nourrir après tout ce qu'ils avaient fait. Alors on peut dire ça de tous les serial killers, mais c'est comme ça, c'est la justice, c'est le jury qui décide. Et puis dans tous les cas, Buono finira par mourir en prison d'une crise cardiaque en septembre 2002. Kenny lui est toujours emprisonné et il a demandé récemment à être libéré, mais ça a été refusé. Donc il continue d'étrangler les barreaux de sa cellule pour s'occuper. En prison, il va se passer une histoire assez incroyable, puisque Veronica, qui est une jeune femme qui faisait des recherches sur les serial killers, va parvenir à rencontrer Bianchi, et apparemment elle va tomber sous son charme. Et il va en profiter pour lui demander d'essayer de l'innocenter. Le plan de Kenneth était pas idiot, il va lui demander d'aller étrangler une autre femme,
pour faire croire que le meurtrier était encore en liberté. Et il lui donne même un échantillon de sperme pour qu'elle le laisse sur la scène de crime, afin de rendre ça encore plus crédible. Le diable est dans les détails. Pour se donner du courage, elle a bu de l'alcool, elle s'est aussi fait un rail de coke, mais elle n'est pas arrivée à attaquer et tuer la victime, qui va se libérer et parvenir à s'échapper, et notre pseudo-criminel va être arrêté pour cette agression. Son histoire va donc se terminer avec Kenny, mais elle ne va pas être malheureuse pour autant, puisqu'apparemment elle va se rabattre sur Douglas Clark, qui est un autre psychopathe de l'époque, un serial killer, connu pour l'affaire du Sunset Strip, dont on a parlé aussi sur cette chaîne. Entre Douglas, Bittaker, Norris et nos deux étrangleurs des collines, c'est la folie en Californie à cette époque en fait. Il y a des serial killers à tous les coins de rue. T'es pas complètement serein quand tu dois aller prendre le bus pour rentrer le soir chez toi. L'ancienne femme d'Angelo Buono, Marie Castillo, qui a eu 5 enfants avec le criminel avant qu'il ne se transforme en serial killer, a été tuée par son petit-fils, Christopher Buono, en 2007, alors qu'il avait appris 2 ans auparavant l'identité de son grand-père. Alors est-ce qu'il a décidé de passer à l'acte en apprenant la vérité sur cette histoire? On ne le sait pas. Toujours est-il que Christopher finira par se suicider après avoir tué sa mamie. J'espère qu'il aura au moins eu le respect de l'étrangler pour la tuer, afin de rendre hommage à son grand-père. C'est élémentaire. Allez, elle est un peu limite, mais on va la garder.